Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode que j'attendais depuis longtemps avec un préparateur mental diplômé du master STAPS, préparation psychologique et coaching de l'université de Montpellier. Depuis 2019, il accompagne des sportifs dans toutes les disciplines sur des thématiques en lien avec la préparation mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léopold Sapé. Comment ça va, Léopold? Ça va très bien et toi, Paul? La forme? Nickel, la forme, ça fait plaisir, content de te recevoir aujourd'hui. On devait se voir depuis un petit moment déjà, donc c'est parfait. J'ai plein de petites questions à te poser sur la préparation mentale, sur comment toi tu vois les choses, qu'est-ce que tu fais avec les sportifs et les sportifs que tu accompagnes. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Eh ben avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour ton podcast. Comme tu sais, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, donc là, je suis agréablement content d'être avec toi aujourd'hui. On va pouvoir discuter un peu de préparation mentale, te présenter un peu ma vision et aussi te présenter un peu qui je suis. Donc alors, pour la petite histoire, moi, c'est Léopold Sapé. J'ai 26 ans. Comme tu l'as dit, du coup, je suis diplômé d'un master dédié 100% à la préparation mentale, celui de Montpellier depuis 2019. Et du coup, maintenant, j'accompagne sportifs, amateurs, semi-pro, professionnels de toute discipline sportive à l'atteinte de leur objectif, en jouant sur leur habileté mentale pour leur permettre de performer ou tout simplement de se sentir mieux dans leur pratique sportive. Donc ça tourne autour de beaucoup de thématiques qu'on va sûrement évoquer après. Mais pour la présentation, en tout cas, on va commencer par là. Ok, super. Et est-ce que toi, tu pourrais donner ta définition de la préparation mentale? Mmh. Ouais, bah, ça, tu vois, c'est une bonne question parce que à chaque fois, on peut discuter avec plusieurs préparateurs mentaux. Ils vont toujours te donner un peu une définition qui leur est propre. Moi, pour la mienne, je trouve que la préparation mentale, c'est vraiment un entraînement, à part entière, comme l'entraînement de l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique. Pour moi, c'est vraiment un entraînement de cet aspect mental. Donc, on va venir travailler sur les habiletés mentales pour tout simplement permettre au sportif d'exploiter son potentiel en jouant sur les performances et sur le bien-être. Pour moi, c'est ça, vraiment un entraînement. Yes. Et toi, quelles sont un peu tes sources d'inspiration justement dans la préparation mentale, dans la psychologie peut-être? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ce métier-là et qu'est-ce qui t'inspire à faire ça en fait? Mmh. Moi, c'est en fait, c'est par rapport un peu à mon expérience. Bon, quand j'étais jeune, moi, ma spécialité, ma discipline, passion, c'est le football. Mhm. Donc, originaire de Bourgoin-Jallieu, une petite ville, entre Lyon et Grenoble. Quand j'ai eu la quinzaine, je me suis orienté vers, le sport-études de Bourg-en-Bresse. Donc, au foot, c'est, plutôt en bon niveau et là-bas, j'ai passé 3 super années. On a joué à des très hauts niveaux, jusqu'à 18-19 ans. Et en fait, sur cette partie formation, de mon retour d'expérience, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup accompagné sur l'aspect technique, tactique de la discipline, avec des entraîneurs de qualité, de très haute qualité même, avec des noms comme Pierre Sage, Yoann Aliki, etc. etc. Mais par contre, pareil sur l'aspect physique, énormément, on était accompagné avec beaucoup de préparateurs physiques, de la prévention, en pôle médical, etc. Mais par contre, tu vois, tout ce qui est aspect mental, on était un peu moins accompagné. On, on était beaucoup moins cadré, beaucoup moins accompagné, moins de ressources. Et au final, pour des personnes qui venaient un peu des quatre coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça pouvait être difficile. Le fait d'être loin de sa famille, le fait des fois d'être surchargé entre l'école, le foot, la vie perso, etc., etc. Donc beaucoup de dimensions qui fait qu'au final, il y en a qui ont arrêté l'aventure de ces trois ans en plein centre de formation. Il y en a qui ont continué, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une période sur l'aspect mental qui était assez difficile, avec une certaine exigence.
Et au final, moi, je me suis rendu compte que dans beaucoup de disciplines sportives, j'ai rencontré après des personnes qui étaient aussi dans le même cas. Que ça soit pareil, sur du football ou d'autres disciplines, qui étaient un peu problématiques. Donc après, dès que j'ai eu mon bac, je me suis orienté sur, la licence entraînement sportif de Grenoble, où là, pareil, on a énormément travaillé sur l'aspect technique, l'aspect tactique des disciplines, l'aspect même des fois biomécanique, et cetera, et cetera. L'aspect physique aussi énormément. Et au final, à Grenoble, on a la chance d'avoir pas mal d'enseignants-chercheurs qui sont quand même spécialisés sur la préparation mentale. Mmh. Notamment Jean-Philippe Zé, qui est très très fort sur tout ce qui est dynamique de groupe. Sandrine pardon, Isoard-Gother, qui est très très forte aussi sur l'aspect individuel, plus sur la motivation, prévention du burn-out, etc. Donc au final, on avait des temps, des TT, des CM, où on était quand même imprégné de ça, sensibilisé à ça en tout cas. Mmh. C'est moi une voix qui m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, bah, c'est dommage de le savoir à 20, 21, quand tu es à la fac, de savoir toutes ces informations-là. Alors que si tu les avais eues quand tu avais 15, 16 ans, que tu étais en sport-études, bah, peut-être que certains de mes partenaires auraient pas quitté l'aventure, auraient pas abandonné. Peut-être qu'on aurait fait une carrière différente, ou peut-être on aurait juste pris plus de plaisir, on aurait réussi à mieux gérer l'école, le foot et la vie perso, etc., etc. Tu vois, tu te poses des questions. Tu te dis, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place encore. Euh, et après, par rapport à ça, tu vois, je me suis vraiment dit, ok, et ben, l'aspect athlétique, au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Euh, donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire après cette licence? Et la révélation, c'était de discuter un peu avec ces enseignants-chercheurs qui m'ont du coup expliqué qu'il existait des masters dédiés 100% à la préparation mentale. Aujourd'hui, ben, pour se former en préparation mentale, il y a plusieurs voies. Il y a la voie universitaire avec les masters et les diplômes universitaires. Et après, des voies un peu plus avec des organismes privés qui sont sur des formations plus courtes. Mais après, c'est la qualité du parcours Mmh. qui est différente. Mais en tout cas, moi, je voulais rester dans ce monde universitaire. Et après, les DU, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé le plus parce que c'est très dépendant des intervenants, très dépendant aussi des localisations. D'une année à l'autre, ça peut être rien à voir. Il y a aussi un coût financier qui est différent, etc., etc. Donc après, moi, je me suis plus orienté sur un master. Et au moment où moi, je cherchais un master, donc en 2015, 2016 peut-être, il y avait du coup deux masters uniquement qui existaient en France. Un à Créteil, en partenariat un peu avec l'INSEP, et un à Montpellier, le plus ancien, et que moi je trouvais sympa. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter ma chance. Et avec de la chance, bah, tu vois, j'ai été pris, mon dossier a été validé, et après pendant 2 ans, j'étais à Montpellier pour étudier énormément de choses. Donc après, au niveau des inspirations, moi, c'est plus par rapport aux rencontres que j'ai faites de ces enseignants-chercheurs, là sur la base de Grenoble, et après sur Montpellier, il y en a énormément. Il y avait des Grégoire Bosselu, des Julie Boichet, qui sont vraiment des personnes très très intéressantes, et Mmh. souvent, tu vois, des enseignants-chercheurs. Nous, avec ce master, on a une grosse part de recherche scientifique. On va beaucoup s'appuyer là-dessus pour avoir des preuves assez robustes, assez véraces, et Mmh. pour vraiment proposer le meilleur accompagnement possible aux athlètes. Et après aussi, il y avait des intervenants extérieurs, des fois, qui venaient pour nous parler un peu de leurs ressentis, qui sont aussi intéressants par rapport à ça. Donc voilà un peu pour Super, ça. excellent. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce que tu dis. J'aimerais qu'on commence par revenir sur un truc qui me semble hyper intéressant, Mm, c'est le fait d'intégrer la préparation mentale dès le plus jeune âge dans la formation des sportifs parce mm, que on associe souvent la préparation mentale, aux sportifs adultes de haut niveau et cetera. Mais comme tu dis, dans tout ce qui va être formation, éveil du sportif, voilà, les jeunes qui font du sport, la dimension mentale, elle est quasiment absente, complètement absente de ce parcours-là quand tu es jeune, quand tu fais du sport. Toi, il me semble que tu travailles beaucoup avec des écoles de foot, des clubs de foot, des jeunes. Donc comment tu intègres ça justement à ce parcours, au parcours de ces jeunes-là? Comment tu t'adaptes, beh, à leur âge? Comment tu leur parles de préparation mentale? Qu'est-ce que tu peux faire avec eux, à ce niveau-là? Et ensuite, on pourra parler de quel impact ça a, sur eux, sur leur dimension sportive, mais aussi sur leur vie. mm.
Ouais, bah, tu vois, tu l'as dit, moi aussi sur mon temps libre, comme je l'ai dit, je suis passionné de foot. Maintenant, j'ai arrêté de jouer en fait, depuis bien longtemps et je Mmh. me suis un peu, focalisé sur l'entraînement. Donc j'ai passé des diplômes là actuellement, bah, l'année dernière, j'ai eu mon BMF, donc 1er niveau européen d'entraîneur de foot et en fait, sur ce temps libre, bah, moi j'en profite pour faire un peu, mon laboratoire, expérimenter des choses. Donc souvent je bosse avec, des jeunes qui ont entre, allez, 14 à 18-19 ans là-dessus et on va énormément bosser sur plusieurs thématiques. Donc comme tu l'as dit, moi j'essaye au maximum d'intégrer ça parce que, comme je l'ai dit par rapport à ma définition, pour moi la préparation mentale c'est un entraînement. Donc quand je viens faire une séance d'entraînement, bah, je vais venir parler de variables physiques, les variables techniques, tactiques, mais aussi je vais venir parler de variables mentales. Pour moi c'est tout à fait Mmh. naturel. Donc par rapport à ça en fait, je vais venir bah, des fois expérimenter des choses par rapport au public, par rapport à leurs besoins, par rapport à la demande aussi. Souvent, je bosse dans des staffs, dans des équipes où bah, l'entraîneur va me dire: Ok, bah, Léo, moi j'aimerais bien bosser un peu l'aspect cohésion. Ok, bah, Mmh. j'aimerais bien bosser l'aspect leadership. Ok, j'aimerais bien bosser l'aspect motivationnel. Ok, j'aimerais bien bosser l'aspect sur les fixations d'objectifs. Ok, et par rapport à ça, bah, moi je réfléchis à des outils que je vais pouvoir mettre en place durant la séance. Donc, sur les réseaux, j'essaie de partager deux, trois bah, idées que j'ai mis en place, qui ont deux, trois exercices qui ont plutôt bien fonctionné. Et ça me permet comme ça de partager et d'informer un peu ceux qui sont curieux par rapport à ça. Mais ouais, souvent ça part ça d'une demande, d'un besoin sur ces jeunes-là, parce que dans leur formation, il y a des choses qui sont intéressantes à savoir, à apprendre pour bah, qu'ils soient meilleurs en tant que sportifs, qu'ils soient meilleurs aussi en tant que jeunes adultes et, euh, et qu'ils puissent l'utiliser aussi à l'école, dans leur vie perso, etc. Donc pour donner un exemple, euh, là, les dernières choses que j'ai faites, c'était avec le club de Frontignan où j'accompagne du coup les jeunes, les U14 et les U15. Et là-dedans, du coup, sur la période estivale de préparation de compétition, on a beaucoup axé le travail sur la cohésion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrivait sur deux générations qui ne se connaissaient pas plus que ça. Donc, les U13 qui montaient en U14, donc qui passaient du foot à 11, et les U14 qui restaient là et qui passaient en U15, mais des générations qui n'avaient jamais évolué ensemble. Donc à partir de là, créer un peu cette alchimie. Et en plus de Mmh. ça, sur l'aspect réglementaire, les U14 pouvaient jouer avec les U15 pour l'équipe U15. Du coup, à partir de là, c'était intéressant d'avoir ce lien entre les deux équipes. C'était pas intéressant de dissocier les deux. Donc on est parti du principe que pour cette année, pour que ça se passe bien, sur l'aspect mental, vie de groupe, dynamique de groupe, il faut mettre en place ce travail de cohésion dès le début. Donc on a travaillé vachement là-dessus. Donc, tu vois, si on rentre un peu pareil sur l'aspect un peu scientifique, de la littérature scientifique, quand on parle de dynamique de groupe, il va y avoir un composant qui s'appelle la cohésion, et ce composant de la cohésion, c'est divisé en deux. Il existe la cohésion sociale, qui est le fait Mmh. de bien s'entendre en dehors du terrain, de se connaître, s'apprécier en dehors du terrain, et la cohésion opératoire, qui consiste plus au fait d'être performant sur le terrain. Au travail de l'équipe en elle-même, quoi. C'est ça, exactement, Mmh. pour l'exécution d'une tâche, la faire de manière efficace, Mmh. etc., etc. Certaines équipes, peut-être, vont s'adorer en dehors du terrain, mais vont être incapables de faire des tâches ensemble, parce que ça va Mmh. trop se disperser, ça va trop rigoler, ou ça va se Ouais. disputer. Et inversement, des équipes, des fois, qui vont être super efficaces sur le terrain, bah, une fois que le match est terminé, bah, elles ont moins cette appétence pour rester entre eux, cette affiliation pour rester entre eux après. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans la dynamique du groupe et nous, on a essayé de travailler sur les deux. Donc, c'est-à-dire en préparant souvent sur la période estivale des entraînements matin et après-midi. Et sur ces temps-là, matin après-midi, on encourageait les jeunes à rester toute la, entre le temps libre, pardon, entre la séance du matin et l'après-midi ensemble. Et on leur proposait des activités euh, autres du football, mais histoire de passer du temps ensemble. Sur cette cohésion sociale, c'est comme ça qu'on la travaille, le fait de passer du temps ensemble sur des temps ludiques. Donc on préparait des petits ateliers pétanque, Uno, des petits jeux qui font ensemble, etc., etc. Donc on a travaillé cette cohésion sociale de cette manière-là. Et après, sur le terrain, on mettait en place des exercices, des jeux sur la cohésion opératoire. Donc tu vois, j'en ai partagé deux, trois sur ma chaîne YouTube
et sur mon compte Insta, où il y a notamment Protéger le roi, qui est un petit jeu de cohésion, où chacun en fait donne des rôles. L'idée en fait de ces jeux de cohésion à chaque fois, c'est donner une consigne et après laisser en autonomie. Voir un peu comment comment ils vont se parler, qui va communiquer, de quelle manière ils vont communiquer, pour qu'après ils trouvent une organisation, qu'ils testent ensemble cette organisation et après qu'ils la régulent. Et l'idée en fait c'est faire uniquement ça. Donc tu donnes des consignes, là par exemple mes consignes de, du jeu Protéger le roi sur la cohésion opératoire, c'était ok, vous êtes 5, il y en a un qui deviendra le roi, les autres doivent le protéger, et il y a un dernier joueur qui doit aller justement chasser le roi du royaume adverse en allant chercher son chasuble qui est attaché dans son dos. Voilà. Pour vous déplacer, vous devez vous déplacer uniquement en cercle en étant tous face à face. Voilà. Seule consigne, c'était la suivante. Maintenant, vous organisez comme vous voulez. Je vous laisse discuter entre vous. On lance le chrono dans 3 minutes et on part sur une première manche. Et Mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qui va communiquer, de quelle manière ils vont communiquer, euh, qui va prendre ce rôle-là, etc., etc., pour vraiment voir s'ils sont capables de s'organiser euh, collectivement pour réussir cette tâche. Et après, tu vois, dans la dynamique, par exemple, sport collectif, c'est exactement ce qui se passe. Après, dans une équipe, tu vas avoir différentes, par exemple, notamment au foot, différentes lignes de force, des défenseurs, des milieux, des attaquants, et voir comment ils s'organisent. Est-ce que ils sont capables de défendre collectivement ensemble ou pas du tout, ils font chacun leur truc de leur côté. Est-ce qu'ils sont capables de s'organiser aussi sur, par exemple, les coups de pied arrêtés pour aller Mmh. marquer ou pour défendre. Est-ce qu'ils communiquent, etc., etc. C'est comme ça que moi je vois le travail. Yes, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a cette image, je pense aussi de la préparation mentale qui est plus un travail individuel de face à face avec un athlète, avec un sportif, avec lequel tu vas travailler, voilà, sur cette dimension-là. Et alors que là, toi, tu nous parles de la dimension collective aussi que peut prendre la préparation mentale, en particulier dans les sports collectifs. Et là, les questions que tu abordes sur le travail en équipe, l'intelligence collective et comment, on la développe, c'est hyper intéressant. Donc toi, tu travailles à la fois la préparation mentale dans sa dimension collective, mais aussi individuelle? Ouais, c'est ça, ça dépend en fait, qui vient me chercher en fait. Souvent, c'est soit des sportives indiv, dans ce cas-là, on va bosser plus individuellement. Et après, tu vois, là, l'exemple que je t'ai donné, c'était plus par rapport à mon petit laboratoire que Mmh. moi je me crée quand je suis sur les terrains en tant qu'entraîneur de football. Mais après, il y a les deux, tu vois, il y a vraiment les deux. C'est vrai que dans la société actuelle, on entend plus parler de la préparation mentale sur le versant un peu individuel, même si c'est pas forcément super expliqué de temps en temps ce qu'ils font en détail, euh, parce qu'il y a une part un peu de discrétion par rapport à ça. Mais Mmh. moi, j'essaye au maximum, tu vois, de rendre ça palpable, de rendre ça concret et de rendre ça clair pour soit des sportifs qui sont intéressés, soit des entraîneurs, etc., etc. On en entend plus parler en fait de la part de témoignages et après, moi, les deux, moi, souvent, je bosse avec les deux. Yes. Soit des équipes qui viennent me chercher, dans ce cas-là, on va parler de dynamique. Pareil, si c'est des entreprises, pareil, si c'est d'autres groupes de personnes. Mmh. Et après, si c'est de l'individuel, que ce soit un entraîneur qui vient me chercher, que ça soit pour travailler avec l'entraîneur, bien sûr, que ça soit un sportif qui vient me chercher pour travailler avec lui ou autre, là, je vais rentrer que sur du travail individuel et après, c'est un processus qui va être différent par rapport à ça. Yes. Ben tu vois, c'est cette question de rendre la préparation mentale un peu plus visible et palpable, c'est tout ce que j'essaye de faire avec ce podcast, Mm. avec les échanges que j'ai avec les invités. Donc, je suis vraiment content de pouvoir en discuter avec toi et avoir ta vision des choses. Euh, Il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, que je trouve central dans la préparation mentale, en tout cas dans la performance sportive, c'est cette capacité à maintenir un état de calme, de concentration optimale pendant la pratique. Comment toi tu travailles ça, par exemple, avec les sportifs que tu accompagnes? Ça dépend, tu vois, moi souvent quand on va parler de calme ou autre, Mmh. moi je vais parler souvent de deux choses. Soit je vais parler de niveau d'activation, soit Mmh. je vais parler de gestion du stress ou de l'anxiété. Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la discipline.
Ouais. Par exemple, tu vois, en ce moment, je bosse avec un athlète qui fait du powerlifting, donc c'est de la force athlétique en gros. 3 mouvements de musculation, développé couché, soulevé terre et squat. Et en gros, le but c'est de faire la plus grosse Soulever perf le possible. plus lourd, quoi. C'est ça, exactement. Donc tu vois, lui par exemple, là-dedans, dans cette discipline, ben, ils vont chercher à être, on peut dire calme, Mmh. mais moi je vais plus parler de niveau d'activation parce qu'en fait ça va être chercher à être très activé parce Mmh. qu'au bout d'un moment il faut que tu sois très activé sur l'aspect physique, mais Et ouais. aussi sur l'aspect mental avec l'aspect cognitif, le fait d'aller recruter justement des neurones musculaires pour venir bah, tirer le plus fort, Mmh. pousser le plus lourd, etc., etc. Donc, En plus, leur effort à eux dure que quelques secondes. On n'est pas c'est sur un ça. match de 90 minutes ou un combat, c'est sur quelques secondes. C'est pour ça que, ouais, tu parles de Mmh. niveau d'activation. Il faut qu'à ce moment-là, sur ces 10 secondes-là où, je vais soulever cette charge, je sois Mmh. au max de ma concentration et de mes performances, quoi. C'est ça, c'est un temps qui est très, très court et donc c'est ça qui va être intéressant et tu vois, par rapport à cette discipline, moi, je trouve qu'elle est intéressante parce que tu cherches à être le plus activé possible. Eux, de manière naturelle, dans les mœurs de cette discipline, bah, ils sont capables de s'activer. Ils ont des mécanismes, ils bossent, même sans le savoir, sur pas mal de choses avec Mmh. l'utilisation de la musique, l'utilisation de la respiration qui est super importante et cetera et cetera. Après, Ouais. tu vois, par exemple, sur le fait d'être calme, OK, bah, moi, je leur, fais comprendre que c'est intéressant d'être activé, mais après, il faut aussi être capable justement de, arriver à, rester, on peut dire calme dans ce cas-là, c'est-à-dire, maître de ses émotions, Mmh. ultra focalisé sur ce que tu dois faire pour pas Ouais. se disperser et voilà. Du coup, en fait, pourquoi je te donne cet exemple-là, c'est pour te dire qu'en fait, c'est selon la discipline, on va venir vraiment, creuser là-dedans. Dans certains sports, ils vont être, peut-être, avoir besoin d'être totalement relâchés, Mmh. pour, être le plus performant possible. Des fois, il y en a, ils vont avoir besoin d'être activés, mais avec différents critères, comme par exemple le cas pour le powerlifting. Là, par exemple, pareil, je bosse avec, quelqu'un qui fait du golf. Donc pareil, au moment du swing, là, on va chercher beaucoup plus à être relâché, à être beaucoup plus détendu et être plutôt concentré sur, des trajectoires, plutôt concentré sur, une fluidité de mouvement, plus que sur des critères, autres. Donc ça va être beaucoup, ce qu'on va travailler avec cette personne-là. Donc voilà, pareil, en ce moment Mmh. aussi, je bosse aussi avec quelqu'un qui fait du kart. Donc là, c'est un peu un mix des 2. On va quand même être, en alerte, mais il faut arriver à être, assez, souple dans sa gestuelle, dans ses mouvements, à être le moins tendu possible pour avoir justement la plus grande fluidité, la plus grande économie de course, énergétique et cetera et cetera. Donc en fait, tu vois, ça dépend énormément de la discipline. Ça dépend aussi énormément, là, tu vois, j'ai fait le focus que sur la discipline, mais aussi de l'individu. Mmh. Souvent, quand je travaille avec quelqu'un, on part sur la première séance, souvent sur un diagnostic, sur, OK, bah, diagnostic de subjectif de la personne et un diagnostic objectif qu'on fait par rapport à un test scientifique qui s'appelle le TOPS. Donc tu vois, ça va me permettre d'avoir en fait les besoins de la personne avec le test objectif et avoir aussi la demande de la personne avec le questionnaire, enfin pas le questionnaire, pardon, l'échange avec le sportif pour Mmh. voir un peu bah, sur quoi il vient, il a besoin pour travailler. Donc en gros, quand on vient toquer à ma porte, on me dit: «OK, bah Léo, moi j'aimerais bien bosser, j'ai une bêtise, la gestion de mon anxiété et de mon stress». Et j'ai dit: «OK, bah ça c'est sa demande, c'est ce qu'il me dit». Et après derrière, je lui fais passer aussi le test et après on compare un peu les résultats, on en discute et on met en lien aussi tout ça avec sa discipline parce que sa discipline va avoir, des spécificités et c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu vois, moi mon métier c'est souvent, très différent. Je Mmh. vois beaucoup de disciplines sportives, sport co, sport individuel. Même hier, tu vois, j'ai bossé avec, des e-sportifs aussi, c'est, Yes. quelque chose que je travaille énormément. On prépare une LAN à Lyon qui a lieu, mi-novembre. Donc tu vois, c'est à chaque fois c'est des disciplines qui sont ultra différentes et il y a toujours, des, heu des spécificités, des choses, des variables à prendre en compte et à du coup, s'adapter par rapport à ça. Yes.
Ouais, donc ça dépend vachement, c'est vrai, du sport, du profil de Mmh, l'individu. mmh, Mais après, que ça soit, tu vois, en powerlifting, en golf ou dans une autre discipline, le but, quand même, est-ce que c'est pas justement d'atteindre un état de concentration, d'activation, optimale dans lequel justement, tu vas optimiser l'exécution de ton geste, le la performance? On arrive, petit à petit, je pense là, on va peut-être parler de ce qu'on appelle l'état de mmh, flow ou la zone mmh. qu'on recherche justement où, l'exécution du mouvement est parfaite, on n'est pas distrait par des pensées, par des émotions, tu vois? Par son mental, même ou Mmh. par son corps. Donc voilà, cet état de flow, toi, c'est quelque chose que tu travailles aussi avec les Ouais, c'est sportifs? ça. C'est tu vois, c'est justement le mot que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est ce qui me Mmh. fait écho. Bah, il y a vraiment cet état de flow. Donc l'état de flow, c'est, vraiment le fait d'être, sa performance, la plus optimale possible. C'est un peu une zone où, on fait les choses de manière, quasiment instinctive avec beaucoup, beaucoup de plaisir et on «marche sur l'eau» entre guillemets. Ça, tu vois, c'est un état qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique. Mmh. Heu donc après, tu vois, selon un peu les paradigmes, il y en a qui vont dire que c'est quelque chose, qu'on peut, on peut rencontrer souvent. Il y en a des fois, ils disent qu'on le rencontre qu'1 ou 2 fois dans sa carrière sur des moments, des fois comme ça. Moi, par rapport à ça, en fait, je souvent ce que je dis aux athlètes, c'est que, hem, il faut qu'on soit capable d'avoir la performance, la plus haute possible, par rapport, au jour J, par rapport à l'instant T, par rapport au moment M. C'est-à-dire que dans cette situation, bah, moi, quelle est, la performance maximale que je peux faire? Et d'essayer au maximum grâce à la préparation mentale et aussi par rapport à l'entraînement physique, technique, tactique qu'ils ont fait tout au long de l'année, bah, de tendre le plus possible vers ce potentiel sur le jour J. Parce qu'on sait que des fois, d'un jour à l'autre, ça peut un peu varier. Par exemple, on reprend l'exemple du power là. Tu vois, par exemple, lui, dans sa prépa, c'est très, très, très organisé pour Mmh. que plus il va se rapprocher de sa compétition, plus ses performances vont augmenter. D'accord, Donc, ouais. il sait par exemple à 2 semaines, peut-être les barres qu'il va pousser, elles vont être beaucoup plus basses. Mais l'idée, Mmh. c'est OK, bah, sur ce jour J, essaye déjà de faire ton maximum, d'être dans ton état de flow sur ce jour-là, sur ce moment-là. Donc, en Yes. fait, moi, je les encourage à chaque fois à prendre conscience de comment ils sont quand ils sont dans la performance la plus parfaite possible. Voilà, d'avoir des indicateurs de performance par rapport à ça. Et après, pareil, de faire la même chose quand ça ne va pas et de derrière travailler en préparation mentale pour être capable de passer de un état où je suis contre-performant à l'état où je suis le plus performant possible, où je me rapproche de cet état de flow, avec des mécanismes qu'on aura mis en place, des exercices, des outils, et cetera, et cetera. Et moi, souvent, quand je travaille sur cet état de flow, bah, c'est ça. Moi, je leur dis, c'est pour gagner en régularité, pour gagner en constance, pour continuer à progresser, on va faire ça. Beaucoup comprendre comment on est quand ça ne marche pas, quand on contre-perf, comprendre comment on est quand ça performance, quand tout est OK, et essayer au maximum d'être capable de passer de l'un à l'autre grâce à ces outils qu'on aura vus, grâce aux routines qu'on va mettre en place, etc., etc., pour tendre au maximum vers la performance la plus optimale et la plus régulière possible. OK. Et là, tu viens de dire quelque chose que je trouve super, intéressant à explorer aussi. C'est le fait de travailler donc sur les facteurs qui vont te permettre de performer, d'optimiser ton potentiel aussi, mais aussi et peut-être surtout de travailler sur les facteurs qui vont freiner ta performance. Essayer d'être un peu lucide et de comprendre quels sont les facteurs qui, par contre, eux, vont te freiner, vont te mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Bah, tu vois, c'est exactement ça. La préparation mentale, c'est vraiment un travail sur soi. C'est un Mmh. travail sur soi. On va déjà apprendre à mieux se connaître et mieux comprendre aussi comment on fonctionne. Mmh. Un truc tout bête, je sais pas, par exemple, tu vois, hier, quand on préparait la LAN avec les sportifs, on a fait un temps,
où on parlait un peu de anxiété-stress. OK. Mmh. On parlait un peu de ce que c'était et OK, souvent on sait un peu comment on est quand on est anxieux, comment on est stressé et cetera. Mais des fois on ne sait pas, d'où vient ce stress. OK, on ne sait pas un peu, l'origine du stress et bah, tu vois, on en discute. On en discute par exemple, alors je vais rentrer un peu dans le détail, peut-être, je vais pas arriver à être clair, mais je vais essayer de faire, Ouais, vas-y, au mieux. vas-y, En carrément. gros, donc eux, ils jouent à un jeu qui s'appelle, TFT, où en fait, il y a un système de classement, donc Mmh. de ranked, ils appellent ça. Et en gros, par exemple, là, tu vois, on était avec, un petit groupe et il y avait 2, par exemple, joueurs qui avaient une réponse différente au stress. Par exemple, il y en avait un, qui est, le fait de jouer, avec les meilleurs joueurs Europe de cette discipline et bah, ça pouvait, lui causer, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress parce qu'il disait: «Bah, au final, peut-être, tu vois, je suis pas méritant d'être là. Peut-être, que je vais perdre contre eux. Peut-être, Heu, tu vois, il allait commencer à partir sur un schéma de pensée négatif, beaucoup d'interrogations et cetera, du fait d'avoir ce type de joueur, dans son lobby, dans sa partie. Alors qu'un autre, au contraire, le fait de jouer contre eux, ça allait le galvaniser et ça allait lui dire: «OK, bah, non, celui-là, ça va être, agréable, ça va me changer d'habitude. Je vais pouvoir aussi leur montrer, de quoi je suis capable et que, bah, je peux les battre et je peux réussir là-dedans». Donc tu vois, par rapport à ça, c'est vraiment le fait d'en prendre conscience, de dire: «OK, ah ouais, bah, moi, si je joue contre les meilleurs, ça va me galvaniser. Moi, par contre, si je joue contre les meilleurs, bah, je vais avoir un peu plus de mal, je vais peut-être, avoir un peu le syndrome de l'imposteur, être moins à l'aise et cetera et du coup, par rapport à ça, bah, tu vas venir, le réguler, tu vas venir, le travailler différemment parce qu'au final, leurs perceptions ne sont pas les mêmes. Donc après, souvent pour, gérer tout ce qui est stress, anxiété, tu viens jouer sur les perceptions parce qu'en fait, c'est des perceptions, qui sont individuelles sur Mmh. plein de facteurs, et cetera. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça, c'est très, très différent encore selon les personnes et même une thématique, heu, que tu vas cibler, c'est très important pour le sportif de savoir, bah, qu'est-ce que c'est? Donc connaissance un peu de ça. C'est comme quand Mmh. tu veux, apprendre, à gérer quelque chose, bah, il faut avant tout savoir un peu de quoi on parle. On peut savoir comment ça fonctionne, comment ton adversaire il se comporte. Là, avec le stress ou l'anxiété, c'est la même chose. Comprendre ce que c'est le stress, comment c'est l'anxiété, et après de comprendre quel est l'impact sur toi. Comment ça se répercute sur toi, comment ça se manifeste chez Ouais. toi, Mmh. pour qu'après derrière, ok, bah, je sais que ça se manifeste peut-être, par exemple, tu vois, si on rentre aussi dans le détail, l'anxiété, le stress, ça se manifeste principalement de 2 façons, soit l'aspect somatique, soit l'aspect cognitif. L'aspect somatique, c'est tout ce qui est physique, donc par exemple, maux de ventre, Ouais, mains dans le moites, corps, quoi. Tout ce c'est qui est dans ça, le ouais. corps. C'est ça, bouffée de chaleur, Mmh. fraîcheur et cetera et l'aspect cognitif, c'est un peu plus l'aspect, mental, qui Ouais. peut être, rumination, pensée Mmh. d'évasion, pensée négative, Mmh. surpenser, le fait de surréfléchir et cetera Et et ça se après manifeste souvent avec les 2 à la fois. ouais, c'est ça et du coup après, bah, comment tu fais pour réguler, cette manifestation? Bah, est-ce que tu mets en place des choses, pour jouer peut-être, sur les tremblements? Par exemple là, dans certaines disciplines, tu peux ressentir, des tremblements, de la tension musculaire, notamment par exemple, avec le pilotage et bah, Mmh. comment tu fais pour gérer, Mmh. cette tension musculaire? Est-ce que tu mets en place des techniques de relaxation, des techniques de respiration? Qu'est-ce que tu mets en place tout simplement? Et Yes. l'idée de la préparation mentale, c'est ça. Et Savoir ce que c'est, savoir comment ça se manifeste chez toi et comment tu es capable de le réguler. mmh ouais, parce que ça se manifeste à travers le corps ou à travers le mental, de toute façon, c'est des paramètres qui vont, venir, interférer avec, ta performance et avec ta pratique sportive. Mmh. Est-ce que, selon toi, on peut dire que l'anxiété, le stress, c'est le facteur, de contre-performance dans le sport? Ou il y en a d'autres, mais est-ce que c'est le principal? Je pense que tu vois, il est important. Il est Mmh. important. Après, je saurais pas dire exactement si c'est plus l'un ou plus l'autre. Après, ouais, il prend quand même une place, importante. Hem, mais au final, comme il est beaucoup évoqué et bah, tout le monde a même si on ne bosse pas avec des préparateurs, mentaux,
souvent, bah, les gens, ils disent: «OK, bah, je sais que je suis anxieux». Déjà, ils en ont conscience et souvent, en Mmh. fait, tu gagnes du temps par rapport à ça parce que souvent, bah, on comme il est connu, les gens savent ce que c'est un peu le stress, l'anxiété, même si, ouais, tu vois, si nous on rentre dans le détail, on va chercher plus loin, on leur explique vraiment la différence entre les 2, comment ça se manifeste, comment on peut le régler. Mais en tout cas, les gens sont déjà un peu éveillés par rapport à ça, savent un peu ce que c'est, savent un peu comment ça se manifeste chez eux et essayent de mettre en place des choses. Essayent de mettre en place des choses, des fois qui sont pertinentes, des fois un peu moins, mais l'idée c'est quand même évoqué, c'est quand même un peu pris en compte. Même les entraîneurs arrivent un peu à le dire, ok, bah lui, cet athlète est stressé et anxieux. Euh, on peut du coup l'aider de cette manière-là, etc. Après, tu vois, Yes. il y en a beaucoup sur la contre-perf. Il y a le discours interne aussi. Bah, après, Mmh. tout est un peu en lien, mais tu as le discours interne aussi qui Ouais. prend beaucoup de poids. Pareil, des fois, les objectifs, Mmh. le fait de se fixer pas correctement des objectifs, ça prend de l'importance. Euh, ouais, le discours interne, je trouve, c'est aussi bien important. Puis La pareil. gestion de l'impulsivité aussi parfois qui peut en situation de compétition, qui le fait d'être trop impulsif, de Mm. réagir au quart de tour, parfois ça peut aussi venir, forcément bousculer tes performances Ouais, des et fois, je c'est ça, le fait de ouais. sortir de la concentration, si ça Mmh. revient à Ouais. l'impulsivité, c'est ça, des fois, Mmh mh. tu sais que tu as, un focus, enfin, tu as des points attentionnels qui te permettent d'être performant, et des fois, quand on va être impulsif, on va sortir forcément de cette concentration, et du coup, bah, perdre en performance, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais et justement en situation de compétition, parce que j'ai l'impression que c'est souvent là que l'anxiété, le stress se manifestent, où des sportifs, jeunes ou adultes, performent à l'entraînement. Mmh. Performent à l'entraînement, sont bons parce qu'ils se sentent bien et finalement, la situation de compétition et peut-être le stress qu'elle peut générer ou la tension, l'intensité aussi qu'il y a derrière, elle peut, justement amener du stress, de l'anxiété, de l'impulsivité et tout ça Mmh. et justement, comment, tu qu'est-ce que tu peux recommander toi, justement, en situation de compétition? Qu'est-ce qu'il peut être mis en place pour essayer de toujours rester dans cette, recherche de performance optimale, dans cette intention-là. Ouais, déjà, tu vois, pour répondre au début, bah, Mmh. c'est normal que dans l'aspect compète, heu, entre guillemets, l'anxiété, le stress est plus présent. Déjà pour plusieurs raisons. Pareil, tu vois, si on rentre un peu dans le détail, ça dépend Ouais. les disciplines. Certaines disciplines vont avoir des compétitions tous les week-ends. Mmh. Donc eux, ils vont être un peu plus habitués à gérer cette anxiété, ce stress. Tu vois, c'est souvent, j'ai une bêtise, les sport co, ça va être soit sur des matchs clés, soit sur le début de saison où cette anxiété va venir. Puis au fur et à mesure, plus ils vont se rencontrer ils vont se confronter pardon, à la compétition, plus au Mmh. final ils vont arriver à gérer ça. D'autres disciplines, malheureusement, bah, tu joues beaucoup plus loin dans le temps. Par Ouais. exemple, tu vois, tous les sports un peu de combat, style boxe, Mmh. la MMA, etc., bah, tu vas faire des combats beaucoup plus espacés. Et pareil, tous ceux qui préparent les JO, etc., ils vont avoir une temps de préparation d'entraînement qui est bien Mmh. plus supérieure à celle de la compétition. Et Ouais. tout ça, ça va jouer sur ta perception. Ce qui est important, en fait, pour la création d'anxiété ou de stress, c'est en fait la création de ces deux choses, ça vient d'un déséquilibre entre les demandes de la tâche, de la compétition, avec les ressources que tu as. Et en fait, ce décalage de perception, c'est ça qui va te créer du coup cette anxiété ou ce stress. Et souvent, ça se base, l'origine de ça, c'est deux perceptions. Soit la perception un peu du résultat, Mmh. euh, soit les perceptions aussi euh, plus de l'incertitude du résultat, pardon, je me suis mal exprimé, plus de l'incertitude du résultat ou de l'importance du résultat. Donc, L'enjeu qu'il y a derrière quoi, c'est c'est ça? ça. Donc, l'incertitude du résultat, tu vois, c'est un peu plus sur bah, tout ce qui est en jeu. C'est tout ce qui Mmh. est, OK, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que Mmh. j'ai à perdre par rapport à ça, tu vois. Et Ouais. après, par rapport à l'importance, c'est un peu plus la difficulté. Est-ce que c'est plus ou moins facile? Est-ce que c'est plus ou moins difficile? Et Ouais, donc, tout ça, OK. c'est des questions à se poser. Par exemple, un gars qui prépare les JO, il s'est préparé pendant
de nombreux mois, de nombreuses années et une course qui des fois dure quelques secondes et bah, il peut tout perdre sa préparation. Donc tu Mmh. vois, si par exemple il se focalise là-dessus et bah, ça va lui Ouais. mettre une grosse pression par rapport à ça. Mmh. Hem, Pareil, tu vois, dans les sports de combat, après c'est un peu différent les sports de combat, on en reviendra après si tu veux, mais voilà, pour tout ce qui est un peu sport individuel comme ça, heu, c'est un facteur important. Pareil là, en ce moment, il y avait, un reportage sur Léon Lemarchand qui est sorti, qui était super intéressant et qui lui, en fait, disait qu'il avait fait un gros travail là-dessus où il était capable, avec le préparateur, Thomas Samus, si je dis pas de bêtises, qui était justement maintenant capable de prendre du recul par rapport à ça et qui était capable en fait de se focaliser que sur des facteurs qu'il pouvait contrôler. Et en fait, c'était prendre du plaisir, faire la natation qu'il savait faire et voilà, restituer en fait ce qu'il sait faire. En soi, Mmh. la compétition, c'est pas plus compliqué que l'entraînement. Souvent Ouais, sur ce sport-là, en plus, ton premier adversaire, c'est qui? C'est toi-même. Donc oui. souvent, moi, ce que je dis aux athlètes, bah, c'est d'essayer d'être leur champion du monde à eux, la meilleure performance qu'ils peuvent faire à eux. Tu vois, ça revient encore un peu Mmh. à l'état de flow qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, souvent, ça s'imbrique, de faire la meilleure performance qu'ils peuvent faire sur ce jour-là et de se focaliser sur eux, sur des facteurs qu'ils peuvent contrôler, qui sont rassurants. Et en soi, la compétition, c'est uniquement la restitution de l'entraînement. Donc, ce qu'ils sont capables de faire à l'entraînement, ils sont capables de le faire aussi en compétition. Après, bien sûr, l'entraînement, souvent, c'est un confort. On est souvent dans les mêmes installations, euh, on fait en sorte que la charge qu'ils nous applique est la bonne, qu'on soit on a nos habitudes, on est dans un confort. Quand on va en compétition, bah, il y a juste des variables à prendre différentes. Par exemple, là, tu vois, quand on prépare encore la LAN de Lyon, on parle un peu plus de l'aspect, bah, d'habitude on joue, on est tranquille chez nous, dans notre confort. Bah, là, on va être en extérieur dans une salle où il y aura des centaines de personnes, il y aura peut-être du bruit autour de nous, on sera peut-être pas dans la configuration optimale, mais ok, on doit faire avec ces paramètres-là, se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et essayer de les améliorer. Et tu vois, par rapport à ça, même, il y avait un reportage aussi de Usain Bolt qui est super intéressant et qui dit qu'en gros, c'est un petit reportage qui le suit avant ses médailles à Pékin, où il rase vraiment tout, il bat le record, etc. Ouais. Et en fait, il dit, lui, dans cette interview, que la partie difficile, c'est maintenant. Et on le voit en fait en train de s'entraîner autour d'une piste d'athlée, il fait super chaud, Mmh. il est carbonisé, limite il est en train de vomir, etc. Et il dit, je sais que le plus gros du travail, c'est maintenant. Je me prépare maintenant. Parce qu'après, le jour de la compétition, quand vous allez me voir devant les caméras, etc., c'est la partie facile. Euh, Mmh. Parce que le travail, c'est derrière la scène. Le Ouais. travail, je l'ai fait en amont. Donc au final, quand je viens, et ben, je viens là pour prendre du plaisir parce que la compétition, peut-être, je vais en faire que 3, 4 JO dans ma vie. Peut-être, je vais faire qu'une finale euh, des Jeux Olympiques. Et donc là, je suis là pour prendre du plaisir. La partie du travail est faite derrière moi. Et maintenant, je me concentre que sur ce que j'ai à faire. Et je l'ai fait tellement de fois qu'au final, c'est juste une répétition. Et donc, tu vois, moi, j'encourage beaucoup les athlètes à faire ça, à Mmh. se recentrer un peu sur eux. Euh, Se rappeler aussi pourquoi ils sont là, pourquoi ils font cette discipline, pour la notion un peu de plaisir, etc., etc. Et de se focaliser sur eux, sur des facteurs qui contrôlent, parce que c'est là-dessus bah, qu'on va pouvoir euh, améliorer notre performance, aller chercher de la performance, se dépasser soi-même et justement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Énorme. Bah, écoute, ouais, merci pour cette réponse, c'est très clair et très pertinent, je pense, pour les auditeurs. D'ailleurs, beh, il y a beaucoup d'auditeurs, je pense, du podcast, qui, pratiquent les arts martiaux, notamment, le jiu-jitsu brésilien, mais aussi le MMA, la boxe, le judo. Donc, bah, si tu veux bien, comme tu le proposais, voilà, qu'on parle un peu plus des sports de combat, des arts martiaux et beh, des spécificités, inhérentes à ces sports-là. Et donc, toi, beh, qu'est-ce que tu proposes, en particulier à des sportifs qui pratiquent les arts martiaux et les sports de combat? Et Ouais, quelles sont les dimensions à vraiment prendre en compte dans la préparation mentale d'un sportif qui pratique ces sports-là? ouais, alors tout ce qui est bah, sport de combat, c'est vraiment un rapport qui est différent, tu vois. Euh, Tu as vraiment en fait cette dualité avec quelqu'un d'autre. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est, je sais plus qui c'est qui en parlait. C'était un entraîneur de boxe, je sais plus exactement son nom, mais qui disait qu'en gros, sur cet aspect mental,
souvent dans les sports, tu rentres sur le terrain, heu, tu à peu près tu répartis un peu les chances de manière équitable. Sur l'aspect, sport de combat comme ça, tu as un gros, avantage qui peut être fait, par rapport, à l'aspect mental. Je m'explique. Il parlait en fait, de Mohamed Ali, il me semble, qu'à une époque de sa carrière, il gagnait en fait, ses combats beaucoup au mental, heu, avec la peur qu'il imprégnait, heu, qu'il laissait transparaître sur ses adversaires. Ses adversaires savaient qu'en un coup de poing, ils pouvaient se retrouver au tapis, finir KO et perdre le combat et en fait, le fait de savoir ça, tu arrives en fait dans un schéma de pensée, dans un discours qui va être, négatif et en fait, ça va te focaliser sur des points qui vont te faire perdre plutôt que les points sur lesquels tu pourrais gagner et en fait, tu as vraiment cet abattage psychologique, qui a de l'importance, par rapport, bah, aux stats, par rapport à qui c'est en face et cetera et cetera. Mmh. Donc par rapport à tous ces sports de combat, ça, c'est un facteur, que je trouve qui est une spécificité de la discipline, bah, savoir un peu, qui on a en face de nous et ben, savoir que des fois, il y en a qui vont avoir peur et au final, on commence pas le combat à 50-50, mais tu vas commencer avec un avantage pour, tel combattant, parce que derrière, il a réussi à faire ça par le passé et Ouais. cetera et Il cetera. est intimidé, quoi. Il y a une forme d'intimidation, dans ce face à face là qui peut jouer forcément et Mmh, donc ça demande, ouais, juste peut-être encore plus d'être, très centré sur soi, sur ses compétences, sur sa son mental, sa concentration pour pas justement te laisser distraire par ses pensées et ça me fait penser justement à Mike Tyson qui lui, me semble, avait un peu le raisonnement inverse où il mmh. disait: moi, quand je rentre sur le ring, je suis terrifié parce que je joue ma vie, je vais mourir. En fait, j'ai tellement peur, beh, que ça me donne envie d'en finir le plus vite possible pour vite quitter le ring et ne plus risquer ma vie. Mmh. Et c'est ce qui faisait qu'il essayait de finir ses combats le plus vite possible. Ouais et bah, ça, tu vois, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de, ben, prendre en compte la personne avec qui tu bosses, le boxeur ou peu importe l'autre combattant avec lequel tu as bossé, heu et que tu vas te dire: «OK, ben, comment lui réagit? De quoi il va avoir besoin pour faire ça?» Pareil, tu vois, un autre exemple, Cyril Gane, donc tout le monde Mmh. connaît, Ouais. pareil, lui, il est d'ailleurs, je passe le petit dédicace à Ousmane Gassama qui est son préparateur mental, que je Yes, connais plutôt bien. que Heu, j'espère recevoir, bientôt aussi. ah, tu vois, Mmh. lui, il est top Mmh. et pareil, pour avoir vu 2-3 vidéos de Cyril Gane, pareil, tu vois que lui, dans son approche de combat, elle est différente. Lui, il a besoin d'être un peu, détendu, avant de combattre. Il a Mmh. vraiment besoin de relâcher cette pression et pareil, tu vois, moi, j'ai accompagné d'autres sportifs qui avaient besoin de la même chose, d'être capable de OK, tu sais que tu vas faire quelque chose de difficile, qui va être, éprouvant, et cetera. Mais sur ce temps-là, tu as besoin justement de t'aérer l'esprit, de penser à autre chose et après quand tu seras, sur le ring ou autre, tu auras le temps de te focaliser sur ce que tu as à faire. Mais en tout cas, ces sports-là, je trouve, c'est un gros travail, sur soi parce qu'au Ouais. final, déjà, rien que sur l'aspect motivation, bah, il faut avoir envie de s'entraîner. C'est un gros, dépassement de soi, donc un gros travail là-dessus, sur OK, bah, qui je suis, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et cetera et cetera. Après derrière, pareil, toujours sur le même principe, bah, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin pour être performant, qu'est-ce qui m'empêche des fois d'être contre-performant, enfin qui m'empêche d'être performant, pardon et après derrière, bah, quel mécanisme je vais mettre en place, avec les techniques que j'aurais vues avec mon préparateur mental et cetera. Ousmane, lui, je sais qu'il travaille beaucoup avec, les ancrages. Mmh. Ouais. Ouais, en fait, le fait de un peu comme du conditionnement. L'idée, c'est, par exemple, on va retrouver telle posture, ça va nous remettre dans une situation où on va être peut-être plus solide, plus fort, plus concentré, plus en mode combattant, heu, Mmh. avec justement des techniques un peu, d'hypnose, beaucoup, d'imagerie, de visualisation, Ouais, ouais. travail de respiration et cetera. Donc en fait, ça, il fait un travail qui est super individualisé et qui répond vraiment, ben, à la demande, aux besoins, de l'athlète, par rapport à ça. Mais ouais, pour les combattants, il faut prendre en compte vraiment les spécificités. Pareil, tu vois, on dit pas à un combattant, qui joue, qui fait son sport. On dit pas: «Je vais jouer à la boxe, heu, Mmh mh. Mmh. je vais jouer au JJB ou autre». Non,
Ouais. C'est un art qui est différent, c'est quelque chose qui est vraiment très différent au niveau de cette mentalité, par rapport à tout ça. Donc au niveau, mental, c'est un paramètre à vraiment, vraiment prendre en compte, au sérieux sur, OK, bah, comment je fonctionne, qui je suis, de quoi je vais avoir besoin et après derrière, quelles sont les spécificités de ma discipline pour que je puisse venir intervenir, dessus. Comme on l'a dit avec, ben, l'importance des fois psychologique par rapport à ça, l'importance des fois, de cette dualité et cetera. Est-ce qu'on se concentre un peu plus sur nous? Si oui, sur quels facteurs? Et cetera et cetera. OK, cool, super, super intéressant, ouais. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend, forcément du profil de l'individu, de sa vie, de son parcours, de sa trajectoire, de ses ambitions, de tout ça, quoi. Bah, ouais, en plus, tu vois, si on parle de Cyril Gane un peu pour avoir suivi deux trois trucs, si tu prends un peu son parcours, à la base, il a travaillé pendant longtemps, il a fait d'autres «petits boulots» entre guillemets, Mmh. heu, qui fait qu'au final, bah, il arrive un peu tard, dans sa carrière là, Ouais, en tant que combattant et au final, bah, là pour lui, c'est, beaucoup de plaisir, beaucoup de kiff par rapport à tout ce qu'il a rencontré comme obstacle avant. Donc tu vois, pour lui, c'est un peu normal qu'il prenne ça vraiment, au sérieux, mais qui la notion de plaisir est aussi importante. Pareil aussi, il voit ça aussi un peu comme quelque chose d'important, un peu comme son métier, comme il disait, parce que il voulait pas faire ça toute sa carrière. Il sait que c'est difficile, il sait que bah, quand tu rentres pareil dans la cage pour combattre, c'est particulier. Donc il disait qu'il voulait vraiment faire ça, euh, arrêter entre guillemets le plus tôt possible et que derrière, c'est pour ça que tu ouais, vois aussi, il se diversifie sur beaucoup de choses, mmh. vachement sur le gaming, aussi sur le cinéma et sur d'autres choses Ouais, qui bien font sûr. qu'aussi, tu vois, sur cette transition de carrière, c'est aussi des choses que tu peux bosser qui sont aussi intéressantes pour ce genre de métier. Mais en tout cas, ouais, comprendre le bonhomme, comprendre un peu le bon gamin, d'où il vient, Mmh. qu'est-ce qu'il a fait par le passé pour après lui proposer les choses les plus intéressantes qui lui conviennent le mieux et qui marcheront avec lui. OK. Yes, un sujet en lien avec les arts martiaux, mais enfin avec tous les sports, en finale, dont je voulais, parler avec toi, c'est la question de la blessure. La blessure, un peu omniprésente, dans, le sport, dans la carrière sportive et outre la douleur physique et les soucis physiques, l'incapacité à faire son sport que ça peut engendrer, il y a souvent une souffrance psychologique, une souffrance au niveau de son identité, au niveau mental, qui est générée, par le fait de ne pas pouvoir, faire son sport, peut-être d'avoir l'impression de perdre du temps, de pas pouvoir s'entraîner, de perdre aussi peut-être la dimension sociale, d'aller aux entraînements, de fréquenter du monde et tout ça. Je sais que, la littérature scientifique justement, il y a pas mal de trucs, là-dessus. Moi, j'ai lu des trucs super intéressants. Est-ce que toi justement, tu accompagnes des sportifs blessés et qu'est-ce que tu mets en place spécifiquement dans un accompagnement, d'un sportif qui actuellement est blessé et donc cherche à revenir, à retrouver son niveau et tout ça, quoi? Ouais, c'est super intéressant la question. Donc, tu vois, pour tout ce qui est blessure, bah, souvent, moi, quand je bosse avec des sportifs ou des structures, là, en plus, tu vois, notamment, c'est une bonne question. Là, au début du mois de octobre, j'ai eu une grosse réflexion là-dessus. Pareil, Mmh. j'avais été sollicité par un préparateur physique d'une structure qui voulait justement bah, parler de la blessure, sensibiliser un peu ses athlètes. Et justement, il m'a demandé de bosser avec lui là-dessus. Donc en gros, moi, ce que je lui ai dit, c'est que souvent la blessure, je vois les deux versants. L'aspect prévention, parce que c'est super important, d'essayer d'anticiper, réduire le risque de blessure. Et après, la partie aussi accompagnement, euh, avec justement, bah, qu'est-ce qui se passe une fois que le sportif est blessé. Donc OK. déjà, si on repart sur la partie prévention, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, l'aspect mental peut justement réduire le risque de blessure. Donc Mmh. c'est multifactoriel, il y a plusieurs choses. Et celui qui est ressorti le plus souvent dans la littérature scientifique, c'est celui qu'on évoquait au début, c'est le taux d'anxiété ou de stress d'un Mmh athlète. mh. Mmh. Si un athlète a des pics d'anxiété ou de stress, qui peuvent être pour plusieurs raisons, soit des fois en lien avec la vie perso, soit avec la relation entraîneur-entraîné, soit
soit même à sa discipline, Mmh. ben, le risque de blessure va être accentué. OK? Yes. C'est pareil, tu vois, par exemple, pendant la période crise sanitaire, moi j'avais fait un gros travail là-dessus avec mes athlètes, justement, pour bah, réduire euh, l'anxiété, le stress qu'ils avaient sur cette période pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner et éviter justement le risque de blessure avec beaucoup d'échelles logarithmiques, style wellness, pour savoir un peu bah, leur niveau de stress, leur qualité de sommeil, etc., etc., pour un peu Yes. faire le point Est-ce que là-dessus. c'est justement parce que qui dit, stress dit anxiété, dit peut-être perte de concentration et quand tu perds ta concentration, tu as plus tendance à faire un mauvais geste ou un truc qui peut te blesser? Ouais, il y a plusieurs explications. Après, je les Mmh. ai notées, mais je ne me rappelle plus exactement. Ouais, Déjà, tu as ça au niveau concentration. ouais. On perd en lucidité, en choses Mmh. efficacité. Pareil aussi, même au niveau un peu hormonal, tu vas Ouais. sécréter des hormones qui vont fragiliser un peu ton organisme aussi par rapport à ça. Eh oui, oui, le Euh, cortisol qui ouais, favorise l'inflammation, tout ça, ouais. exactement. Donc, Mmh. tu vois, ça va venir engendrer ça. Euh, voilà, il y a pareil, il y a plusieurs aussi choses sur l'aspect un peu, négatif, pensées négatives et cetera, qui Ouais, fait ouais, qu'au ouais. final, tu es dans un mauvais mood et cetera. Enfin, il y a plusieurs explications comme ça. Là, il y a des méta-analyses qu'on trouve facilement. Moi, j'en avais relu une justement, fait par l'INSEP qui était super intéressante, qui datait il y a 4-5 ans à peu près, super intéressante à ce sujet-là et voilà, en tout cas, c'est pour plusieurs raisons. L'un des seuls aspects sur l'aspect mental l'un des seuls facteurs sur l'aspect mental qui va augmenter le risque de blessure, ça va être l'anxiété. Et Donc ouais, ça va être c'est super intéressant. super intéressant, ouais, de dire qu'une blessure, elle n'est pas que la raison d'une blessure n'est pas que physique, elle peut être aussi vachement influencée par l'atmosphère, l'état psychologique de Mm. l'athlète, ouais. OK. C'est des fois ce qu'on appelle, pour ceux que ça intéresse, c'est les blessures psychosomatiques. Mmh. Souvent en fait, bah, des blessures physiques, mais qui ont une explication psychologique. Mmh. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai comme par exemple Bah, qui dit anxiété dit peut-être sommeil de moins bonne qualité, donc moins bonne récupération, donc forcément, favorise le risque de blessure, des choses Mmh. comme ça aussi, ouais. Clairement, tu vois, par rapport à ça, par rapport à comme on l'a dit aussi, la concentration des fois qui était pas bonne, du coup, on va faire, des erreurs qui font qu'on va se blesser par rapport à ça. Pareil Mmh. aussi, des fois, si on va pas avoir envie, on va manquer de motivation, bah, peut-être inconsciemment, on va se blesser, bah, volontairement, mais ça reste inconscient. C'est-à-dire qu'on n'a, par exemple, pas envie de préparer une compète où on se sent mal, on a besoin de récup et ben, on va se blesser justement pour avoir ce temps de récup, justement pour arrêter ça, etc., etc. Des mécanismes un peu de protection inconscient. Il y a beaucoup comme ça de choses qu'on va pouvoir retrouver dans ces blessures psychosomatiques. Ça va être OK. intéressant. Et Donc ça, donc dans la ouais. vas-y, 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 dis-moi. je t'en dans l'accompagnement donc du sportif blessé, c'est sur ces choses-là que tu travailles donc, quel est le niveau d'anxiété? Mm. D'où vient peut-être ces Ouais, blessures-là ou ça c'est plus du ouais? coup en prévention. Vraiment, OK. Mmh. quand l'athlète est valide, on va travailler quand même là-dessus, dire ok, et bah déjà, tu vois, d'expliquer ça, d'expliquer que Mmh. l'anxiété, le stress, ça peut augmenter leur facteur de risque de blessure, Ouais. augmenter le risque de blessure. Mmh. Donc par rapport à ça, ok, qu'est-ce que vous mettez en place sur des périodes où vous êtes anxieux, stressé? Ok, ben moi je mets rien en place. Et ben ok, s'il y en a un qui met rien en place, on sait qu'il va être peut-être plus sujet à se blesser dans des périodes qui vont venir 1, 2 semaines avant sa compétition. Mmh. Pareil aussi, tu vois, ça me fait penser là, la personnalité aussi. La personnalité, dans dans certains articles scientifiques, la personnalité, notamment les traits de personnalité, sont reliés à de l'anxiété qui peut du coup expliquer la blessure. Ok, et ben qu'est-ce qu'on met en place pour ces sportifs qui sont peut-être plus sensibles à l'anxiété? Ok, bon, on leur propose peut-être plus des ateliers une fois par semaine sur des techniques de relaxation, euh, des Yes. techniques de respiration, des séances de yoga, etc., etc. Tu vois, on met en place des mécanismes pour faire de la prévention, pour qu'une fois par semaine, ils aient l'habitude, par exemple, de réguler cette anxiété, réguler ce stress. Ça, c'est une grosse partie de psychoéducation que j'appelle. Donc, c'est-à-dire, on explique, on vient en parler. Comme tout à l'heure, on a un adversaire, et ben on va venir savoir comment il fonctionne, qui il est,
pour derrière être capable de lui faire face avec des techniques qu'on aura vues, et cetera. Donc ça, c'est une grosse partie qui est importante pour la prévention. Sur l'aspect physique, ils font des ateliers de prévention blessure où ils vont venir solliciter des muscles sujets sensibles aux blessures à faible intensité sur des mouvements articulaires, etc., etc. Et ben nous, sur l'aspect mental, c'est la même chose. On vient cibler peut-être des profils, on vient cibler des périodes précises, et derrière, on va venir mettre en place des ateliers, des exercices là-dessus. Donc ça, c'est la partie prévention. Et après, une fois que malheureusement le sportif est blessé, c'est pareil. Il y en a qui disent que la blessure fait partie d'une carrière, bah, c'est vrai. Après, moi, mon travail, c'est quand même d'essayer au minimum de d'avoir des périodes de blessure. Après, Mmh. une fois que ça arrive, ça peut arriver pour diverses raisons. Donc, des fois, c'est pas évitable. Et une fois que ça arrive, bah, nous, on va avoir enfin, je vais avoir une grosse partie sur, OK, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis blessé? Pareil, sur cet aspect-là, souvent, on néglige, mais entre guillemets, il y a des avantages à être blessé. Par exemple, là, tu Mmh. vois, je bossais avec un jeune qui, euh, qui pareil, était blessé, et pour lui, tu vois, ça avait l'impression d'être la fin du monde. Comme tu disais, Ouais, ouais, je peux plus pratiquer ma discipline, euh, je me sens inutile, je me sens perdre du temps, etc., etc. Alors ouais. qu'en soi, ça, c'est OK, tu te focalises sur les aspects négatifs. Mais quels sont les aspects positifs de ta blessure? Ben, il me dit: «Il y en a pas». Je lui dis: «Bah, réfléchis un Mmh. peu, tu vas voir qu'il va y en avoir». Il me dit: «Bah, au final, c'est vrai que j'ai plus de temps, pour moi». OK, bah, comment tu pourrais utiliser ce temps pour toi? OK. Il me dit: «Bah, c'est vrai que dans une saison, des fois, on n'a pas le temps de prendre du recul, de se rendre compte un peu ses points forts, ou prendre du recul sur comment on a progressé ces dernières années, et cetera, et cetera». OK, bah, prends ce petit temps pour voir un peu où tu en es dans tes objectifs. Redéfinir tes objectifs par rapport à ça, à court, moyen et long terme. OK. Mmh. Pareil, OK, tu me dis que tu peux plus t'entraîner, mais est-ce que, l'apprentissage se fait uniquement par la pratique? Ah bah non, c'est vrai qu'on peut apprendre aussi, en regardant, en voyant faire, et cetera. OK, bah ça marche. Est-ce que ton entraîneur, par contre, par exemple, t'interdit de venir voir les séances au bord du terrain? Ah non. Et bah OK, bah est-ce que ça te ferait plaisir de retourner, heu, garder le chemin de de l'entraînement? Assister à C'est l'entraînement, ça, exactement, et voir ça un peu d'un point de vue extérieur. Bah, souvent, tu es consommateur, tu es là, tu es pratiquant, mais essaie de prendre un peu plus de recul et voir un peu de l'extérieur. Bah, quelles sont les consignes que l'entraîneur donne? Comment les autres mettent en application? Observer les autres, OK? Ça, c'est aussi un temps qui va te permettre justement de continuer à progresser. Plutôt que de rien faire et rester chez toi où tu vas vraiment avoir une chute, et bah, essaie justement de, stagner, voire, même si tu peux pas progresser sur ton observation, sur ton aspect critique, heu, et cetera, sur ton œil d'expert différemment. OK. Pareil, bah, là, par exemple, c'était un jeune. OK, bah, est-ce que, aujourd'hui, tu vis de ta discipline? Ah non, pas encore. OK. Bah, à côté, est-ce que tu vas à l'école? Ah bah oui. Bah, est-ce que tu as, par exemple, plus de temps pour l'école et pour, bah, peut-être, prendre de l'avance, heu, rattraper peut-être des choses que tu avais pas eu le temps de gérer avant, préparer ton bac, préparer tel examen, et cetera. Ah bah ouais, là, j'ai un peu plus de temps. OK. Pareil, ta discipline, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que à côté, tu as le temps de voir tes amis? Ah bah, quand je suis en compétition, j'ai pas trop le temps, je m'entraîne tous les jours. Le week-end, j'ai les matchs, pareil. J'ai le temps de moins voir ma famille, moins voir mes amis. OK, bah, sur ce temps-là, je vais peut-être aller voir un peu plus souvent ma famille, un peu plus souvent mes amis, et cetera. Et derrière, on voit que, OK, bah, il y a des côtés positifs, entre guillemets, à se blesser, et ça permet de, OK, vivre davantage, enfin vivre mieux la chose, vivre Ouais. mieux la chose en s'orientant sur d'autres choses. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et après, pareil, il y a une grosse partie aussi sur du travail vraiment pur de préparation mentale, avec, Mmh. pareil, je prends l'exemple d'un jeune qui s'était fait les ligaments croisés, qui revenait du coup de cette blessure, qui avait beaucoup d'appréhension. Donc, Mmh. pareil, lui, durant cette période de réathlétisation, après moi j'interviens un peu plus sur la partie réathlétisation, Ouais. heu, où tu vois, au moment où tu commences à avoir, tu commences à te rapprocher de la période où les médecins te disent: «OK, bah là tout est good, tu peux retourner sur les séances, et cetera». Hem, Souvent ce que moi je dis aux athlètes, c'est pareil: «OK, bah cette période a été favorable pour toi», parce que souvent même quand tu te fais les ligaments là,
ça te permet vachement de te rééquilibrer. Maintenant, c'est super bien soigné. Ils arrivent vraiment à rééquilibrer, l'organisme, rééquilibrer Mmh. vraiment, au niveau musculaire et cetera, l'athlète et du coup, OK, bah, sur cette période-là, toi, travaille aussi sur des choses que tu as pas le temps d'habitude. OK, par exemple, ta qualité d'imagerie mentale, si c'est important dans ta discipline. Par exemple, tout ce qui est, discipline un peu artistique, gymnastique, BMX, Ouais, toutes les où tu as des notions de de figure ou style, de c'est ça mmh. exactement et bah, OK, l'imagerie, c'est super important. Bah, est-ce que tu as le temps de le travailler d'habitude à l'entraînement? Ah bah non, j'ai pas trop le temps. Et bah, OK, ben prends ce temps pour travailler sur de l'imagerie mentale. Contacte un préparateur mental, vois avec lui et tu travailles là-dessus. Pareil, le ski et cetera. OK, Mmh. bah, tu travailles là-dessus. Tu fais un protocole d'imagerie mentale par rapport à ça, et cetera. Donc pour la partie vraiment, une fois que l'athlète est blessé, déjà gros travail là-dessus parce que pareil aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans la littérature scientifique, souvent, la blessure, on se rapproche un peu des phases du deuil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es ici, tu te blesses, euh, tu renies un peu le fait que tu es blessé, puis après tu passes dans une phase un peu d'acceptation, Ouais, ouais, etc. ouais, Tu passes différentes complètement, ouais. étapes comme ça. Donc en fait, moi j'essaye au maximum d'intervenir sur cette période où c'est un peu creux, là, où ils sont un peu dans le fait Mmh. de renier, Mmh. euh, de se Travailler à mettre. l'acceptation de la blessure et de la C'est situation au ça, final. Ce n'est exactement. qu'à partir de là que tu peux avancer, quoi. C'est ça, exactement. Parce qu'au final, bah, c'est un élément. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut être capable de rebondir, c'est ça. Tu vois, Mmh. je travaille vraiment sur cette notion de rebondir, se relever Mmh. après une chute. Voilà. Donc, sur cette grosse phase d'acceptation, on travaille beaucoup là-dessus. Objectif, voir le côté positif, travailler sur son temps libre, etc., etc. Et cetera. Et une fois qu'il est en train de remonter et que là, il est en train de, tranquillement de retourner sur une phase de réathlé, et ben moi, je travaille plus sur des protocoles comme de l'imagerie mentale, protocoles de discours interne ou autres, tu vois, sur des thématiques comme ça, pour le préparer, pour éviter qu'il ait de l'appréhension, qu'il soit totalement à l'aise et qu'au final, quand ils reviennent, et ben, il soit plus fort que quand il était parti, entre guillemets. Parce qu'au final, le but c'est ça, parce que là, il a vraiment eu une phase où il a pu se régénérer, se reconstruire et qu'il revienne encore plus fort, etc. Et que ce soit pas du temps perdu, mais au contraire du temps gagné par rapport aux autres. Yes. OK, waouh, franchement super intéressant on l'a abordé, sous plein d'aspects. Donc déjà le fait que oui, l'aspect mental peut favoriser ou le risque de blessure ou au contraire, voilà, le fait de soigner cette dimension-là aussi peut prévenir ou en tout cas, beh, mettre l'athlète dans de meilleures conditions aussi, de meilleures dispositions. Ensuite, dans la blessure, ben voilà, comment en faire une force? Comment Mm, se servir de cette épreuve, de cette difficulté pour, en faire une force et travailler peut-être, sur ses points faibles ou améliorer, travailler sur cet équilibre aussi vie professionnelle, vie perso et mm, ensuite, ben le retour et toutes les appréhensions, c'est vrai, qu'on peut avoir à retourner sur le terrain, sur les tatamis, enfin voilà, mm, retourner dans son sport qui est à prendre en compte et qu'on peut travailler aussi à travers, beh, le discours interne, l'imagerie, et tout ça, quoi. Donc mm. super, merci, merci Léopold pour cet éclairage, Avec sur, plaisir. la blessure. On va arriver bientôt à la fin du podcast, mais j'ai toujours quelques petites questions, là de fin, un Vas-y, peu vas-y. aussi sur, toi, sur ton parcours Léopold. Hem, quelle a été, ta plus grande surprise en préparation mentale? Hmm, Ma plus grande surprise, dans quel sens surprise? Je sais pas, une situation, un événement, quelque chose, lors d'un accompagnement, voilà, où tu as été vraiment surpris par, le résultat peut-être de ce que tu as mis en place, de Hmm, Honnêtement, après, en fait, dès que je mets des choses en place, je... En fait, moi, plutôt ma surprise, c'est quand, tu vois, je suis en train de chercher dans la littérature scientifique, voir ce mmh, qui est en train de se faire, ouais, découvrir des choses. C'est là que c'est ma plus grande surprise, parce qu'après, en soi, tout ce que je mets en place, ben, soit je l'ai déjà testé, euh,
mais souvent, en fait, je sais que c'est robuste et je sais que Yes. c'est efficace parce que Mmh. soit dans la littérature scientifique, ça a été, étudié, ils en ont parlé, il y a plusieurs articles qui en parlent et qui montrent son efficacité. Heu, En plus de ça, souvent je l'ai testé derrière, donc je sais comment ça peut réagir, comment un athlète, par quelle étape il va passer avant de réussir à aller, justement où je veux l'amener quoi, par rapport à ça. Donc en soi, ma plus grande surprise, moi, c'est surtout, bah, dès que je vais me mettre à lire, des articles scientifiques, dès que je vais venir un peu découvrir ça ou dès que je vais, échanger des fois avec Mmh. d'autres collègues à moi qui font de la Et prep mentale. et du coup, il y a un truc que tu as découvert récemment là dans la littérature scientifique qui t'a surpris, qui t'a vraiment interpellé? Bah, c'est peut-être pas le plus récent, mais moi, ce qui Mmh. m'avait vraiment intéressé, là, c'était, un sur la musique, sur OK. l'utilisation de la musique. Ah ouais. En soi, c'est pareil, tu vois? Quand on discute avec les gens, ils disent: «Ouais, la préparation mentale, des fois, c'est pas palpable, c'est pas concret, on sait pas trop ce qu'ils font». Alors qu'en soi, tu vois, par exemple, l'aspect musique, bah, on sait que beaucoup de sportifs utilisent la musique. Mmh. Heu, Nous aussi, on écoute de la musique pour différentes raisons et cetera. Et, heu et ça, tu vois, on peut vraiment prendre en compte la musique comme, un outil de préparation mentale. Yes. Donc, quand les gens ils nous disent: «Ouais, moi la préparation mentale ça me parle pas», bah, on peut leur dire par exemple que rien que la musique, c'est un outil qu'eux ils utilisent et qui a un impact sur cet aspect mental, que ça soit avec l'aspect motivation, que ça soit avec l'aspect concentration, que ça soit avec l'aspect, peut-être activation ou relaxation. Il y a tellement d'utilisations que c'est super intéressant. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur, un mémoire d'une étudiante, en pareil, chercheuse en préparation mentale, canadienne, qui a justement en fait, une compilation de toutes les revues scientifiques sur, l'aspect musique. Et OK. en fait, je me suis vraiment régalé à lire ça et en fait, tu pars du principe que, OK, bah, la musique, tout le monde l'écoute, mais en fait, on s'en rend pas compte qu'elle peut avoir vraiment un poids, un impact positif si elle est bien utilisée. Si elle est bien utilisée, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire savoir, bah, quelle va être, son utilité. Pour par exemple, la relaxation, ça va être son utilité pour la cohésion d'équipe aussi, pour aussi Mmh. l'état de flow. Il y a plein, plein, plein de Ouais, de choses bien qui sûr. sont recensées et du coup, ça va impacter, peut-être, heu, bah, le poids émotionnel de la musique pour toi. Mmh. Le choix des paroles, le rythme, les BPM, À quel la moment tu l'écoutes? exactement, à quel Ouais. moment tu l'écoutes, l'intensité de la voix, une voix plutôt grave, plutôt aiguë, plutôt Mmh. forte, plutôt, douce et cetera et cetera. Et qu'au final, en fait, cette musique, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses, de manière, efficace et des fois, il faut faire attention parce que ça peut être aussi contre-productif, Ouais. selon si on l'utilise pas dans le bon moment. Par exemple, elle, dans son mémoire, elle ressort 2 points d'amélioration. Si par exemple la musique nous empêche d'écouter, tout ce qui peut être instruction, de la part, de l'entraîneur, des coéquipiers, des juges ou des arbitres par exemple, là ça peut devenir handicapant. Ou par exemple aussi si la musique devient quelque chose de distracteur, si on lui apporte peut-être trop d'importance ou si par exemple elle donne l'effet inverse, si on veut plutôt s'activer et qu'au final cette musique, nous relaxe et cetera, bah, ça peut devenir contre-productif. Et rien que lire des choses comme ça, je trouve que c'est super, super intéressant et au final personne, heu, avait pensé à ma connaissance, j'avais pas lu de choses aussi détaillées dessus Ouais. et je trouvais ça super, super, super intéressant et Yes. parlant aussi pour les athlètes. Et ouais, ouais, OK, hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit toujours des athlètes avec un casque sur les oreilles ou de la musique dans le vestiaire, enfin tout ça, donc c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant. Mmh. Ensuite aujourd'hui, bah, quel est ton plus grand défi, ton challenge, aujourd'hui, en tant que préparateur mental pour la suite de ton parcours? Ah, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. Parce que, pareil, tu vois, moi, j'aime bien, quand je bosse avec les sportifs, c'est, tu vois, leur parler d'objectifs à court, moyen, long terme, de se mettre pareil aussi, des rêves, Mmh. vraiment après pour que ce rêve, bah, on arrive à y tendre avec les objectifs. Je sais pas,
Moi, j'aimerais bien, tu vois, continuer à accompagner, un maximum d'athlètes par rapport à ça. Pareil, tu vois, aujourd'hui, j'en accompagne dans toute la France, toutes disciplines confondues. Moi, j'aimerais bien continuer comme ça, continuer davantage. En plus, maintenant, tu vois, c'est faisable avec plein d'outils qu'on a, avec Ouais. les visioconférences. Pareil aussi avec la mobilité, c'est facile de se déplacer dans toute la Mmh. France. Donc moi, j'aimerais bien continuer à développer ça. En plus, là, avec les médias, ils en parlent de plus en plus. Et, euh, et en fait, j'aimerais bien surfer sur la vague actuelle avec les JO de Paris 2024. Ouais. Donc, tu OK. vois, moi, si je devais me Bah, ouais. fixer un petit challenge, ça serait ça. C'est, si on se rappelle en 2024, ça serait Mmh. que je sois capable euh, d'être présent sur l'événement, pas en tant que spectateur, pas en tant que spectateur, mais en tant que, tu vois, que vraiment préparateur mental et au final d'accompagner des athlètes qui sont à cette compétition. Donc, tu vois, moi, je vais essayer de mettre pas mal d'outils, Yes. pas mal de moyens pour réussir tout ça. Euh, donc, Cool. on verra 2024 si oui ou non je suis là-bas. Mais en tout cas, c'est vraiment, tu vois, un objectif à moyen long terme, un peu un rêve, tu vois, où je vais essayer de tendre au maximum là-dedans pour réussir à y être. Donc, Cool. Beh, c'est vraiment génial. surfer là-dessus. Objectif 2024, c'est pas que pour les athlètes, c'est aussi pour les préparateurs mentaux et en tout cas, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment, Et c'est d'y gentil, c'est être et gentil. pouvoir y participer. Super. Cool. Hem, je finis aussi toujours par 3 petites questions que je pose à tous les invités. La Ouais. première, c'est, heu, si on devait retenir un tips, là, un petit tips assez facile, peut-être un que tu as déjà dit ou un nouveau, pour les sportifs qui nous écoutent, à mettre en place dans son quotidien, dans sa pratique, en termes de préparation mentale? Hum, pas facile hein, d'en donner un Mmh. seul. Si je devais en donner qu'un seul, ouais, déjà, c'est d'être curieux et de se poser des questions soi-même. C'est-à-dire Mmh. que, être capable de savoir, si moi, demain, il y a un athlète qui me contacte pour bosser avec lui, et ben, l'un des premiers travaux, ça sera ça, c'est d'être capable de se dire, OK, et ben, Paul, comment t'es, toi, quand t'es performant? OK. D'être capable de nous donner des indicateurs en lien avec ta performance. Que ce soit sur l'aspect, souvent c'est facile, technique, tactique, physique, mais aussi sur l'aspect mental. Te dire, OK, quel est ton état mental, un peu ton flow à toi, avec des indicateurs. OK, peut-être je vais être relâché. Peut-être je vais, comme on disait tout à l'heure avec Mike Tyson, je vais être euh, pressé de vite terminer, un peu terrifié, tu vois, de terminer le combat. OK, ça c'est un indicateur qui me permet d'être performant. Tout ça, vraiment un peu de lister ça. Et à contrario, faire la même chose quand on est contre-performant. De se dire, OK, moi, quand ça ne va pas, quand je suis pas dans un bon jour, il y a tel ou tel événement, tel ou tel critère, indicateur de performance qui est là. Et d'après, derrière, se dire, OK, est-ce que moi, je suis capable de mettre des mécanismes en place pour passer de contre-performance à performance? Si oui, c'est bien, c'est intéressant, c'est un bon début pour commencer en préparation mentale. Et sinon, s'il n'y en a pas, l'idée, ça va être avec ton préparateur mental de venir justement réfléchir, euh, mettre des choses en place pour être capable de passer de l'un à l'autre. Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu as déjà fait des grands progrès sur toi, sur ta façon après de vivre la compète, de performer, parce que tu vas être capable de te réguler un peu en autonomie et de mieux comprendre aussi comment tu fonctionnes. Et ça, après, c'est comme tout le reste, ça évolue dans le temps. Peut-être que c'est la photographie de cette saison 2022. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans, ça sera peut-être différent. Tu auras peut-être évolué sur d'autres aspects et les indicateurs auront évolué. Et pour ça, il faut quand même avoir cette prise de conscience personnelle là-dessus. Donc j'invite un peu tous les sportifs à se poser ces questions. Comment je suis quand je suis performant et comment je suis quand je suis contre-performant, tout simplement. Cool, nickel, c'est noté. Ensuite, est-ce que tu aurais un livre à recommander, sur le sport, la préparation mentale, ces sujets-là?
Alors moi, je vais faire le mauvais élève. Pour te dire la vérité, je lis très, très peu de livres, français sur la préparation mentale. Mmh. Heu, Moi, Ou sur le sport, tu vois? Sur, ces sujets-là? sur les sports, moi, j'aime beaucoup les bibliographies. OK. Pour te dire, par exemple, je me suis régalé avec 2 livres sur des bibliographies, celle de Zlatan Ibrahimovic et celle de Sir Alex Ferguson. C'est Mmh. des, personnages dans l'aspect foot qui m'ont intéressé, donc j'ai lu ça et après sinon, pour vraiment l'aspect préparation mentale, hem, tout ce qui est, articles scientifiques, vous pouvez facilement en trouver et je trouve que des fois c'est, plus intéressant parce que c'est, comment dire? C'est plus, précis sur une thématique. Des fois, les livres qu'on fait, nous, en France, ils sont un peu trop, général. Des Mmh. fois, on fait de la vulgarisation de la vulgarisation. Je trouve que c'est pas forcément le plus pertinent et des fois, même lire, des des comptes rendus de l'INSEP ou des articles scientifiques, français, qui sont écrits en français parce qu'il y en a qui sont la majorité, c'est anglais, mais il y en a qui sont en français. Bah, des fois, je trouve que c'est plus, simple, plus parlant, plus Ouais. concret que certaines choses. Parce qu'au final, on explique la théorie, on explique comment ils ont fait, et après, on peut sauter un peu la partie résultat haute, mais il y a toujours la partie conclusion qui vient synthétiser là. Et Mmh. moi, je trouve que c'est plus intéressant que des fois lire certains. Donc voilà, OK. mon recommandation Yes. perso, Bah, Alex en Ferguson ou Zlatan, et après des, des, des articles scientifiques, Il c'est la me base. semble que le livre de Zlatan avait déjà été cité par un invité, Ok. donc on peut rester sur le livre de Sir Alex Ferguson. Est-ce que tu te souviens du titre? C'est ça. Attends, je vais regarder tout de suite, mais je crois que c'est juste sa biblio, OK. sa biblio qu'il avait sortie au moment où il avait arrêté d'entraîner, si je te dis Sa pas de bêtises. biographie, la biographie de, Ouais, c'est mon autobiographie, elle s'appelle. Où on le OK, voit justement, il est tout droit avec une cravate rouge. Là, j'ai la couverture sous les OK. yeux. Et voilà. Euh, Entraîneur mythique, de Manchester United, ouais, c'est vraiment ça, il me connu semble. aussi pour le Fergie Time, on appelle ça, pour être capable de gagner des matchs dans les dernières minutes d'un match. Et Yes. pareil, Ouais. lui, sur l'aspect Mmh. mental, je pense qu'il était très, très performant et, et c'est un régal. Cool, nickel, OK. Merci Léopold. Ensuite, dernière petite question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast avec qui je pourrais parler, soit de Et, sport, soit de préparation mentale, de et ben, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que toi, tu es très, très orienté sport de combat. Et mmh. ben, je te conseille Ousmane Gassama, qui est préparateur mental, lui vraiment spécialisé là-dedans. Il a fait pas mal de son expérience dans tout ce qui est sport de combat, karaté, MMA, etc., etc., qui est vraiment très, très calé là-dedans et qui pourra t'expliquer, qui pourra te dire des choses qui sont, je pense, très, très intéressantes également. Donc voilà, l'invité que je te recommande, c'est Ousmane. Et voilà, si ça se fait, Super. ça sera avec plaisir. Tu pourras lui passer le bonjour de ma part. OK, cool. Ben, je vais essayer, ouais, c'est vrai qu'il a une vision aussi, une approche et des outils qui sont hyper intéressants, donc je suis très curieux de pouvoir échanger avec lui. Cool, ben, écoute, on va arriver à la fin du podcast, je suis obligé de te remercier vraiment Léopold, un échange hyper intéressant, hyper pertinent, éclairé par de la littérature scientifique, de la théorie, tes expériences, en termes d'accompagnement avec, tous les athlètes que tu accompagnes. Vraiment félicitations pour ton parcours, hem et puis, que de la réussite, que du bon pour, tes objectifs. Et pour ton la suite de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que comme tu disais, tu partages aussi des conseils, des exercices, sur YouTube, Instagram. Est-ce que tu peux nous donner le nom de tes comptes, de tes chaînes et tout ça? Ouais, alors pour tout ce qui est euh, découverte, tout ce qui est information avec la préparation mentale, vous pouvez me retrouver déjà sur mon site internet. Vous tapez SAP préparateur mental Mmh. sur Google, vous me trouvez. Pareil, après, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle SAP préparation mentale. Là, vous pouvez trouver pareil des exercices, des vidéos explicatives, plein de choses super intéressantes. Et après, vous pouvez aussi me suivre avec plaisir sur mon compte Insta. C'est pareil, SAP préparateur mental. Donc SAP, c'est SAPET. Euh, et pour tout ce qui est un peu information, curiosité, vous pouvez trouver pas mal de choses assez intéressantes.
en lien avec ma vision, aussi avec les expériences que j'ai faites, avec le travail que j'ai déjà effectué. Et après, s'il y en a qui sont intéressés à bosser vraiment sur l'aspect préparation mentale, euh, là, aujourd'hui, je suis basé à Lyon et je travaille dans majoritairement toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, de Bourg-en-Bresse, Mâcon, passant par Grenoble, là, j'étais à Valence ce week-end, etc., etc. Chambéry, Annecy, toute cette grosse zone géographique en Jusqu'à la présentiel. Méditerranée? Bah après, même jusqu'à la Méditerranée, parce que pareil aussi, j'ai beaucoup travaillé dans la région Occitanie. Et après, tout ce qui est même distanciel, bah, c'est facile de bosser avec des Corses, des Parisiens, des Toulousains, même des Bordelais, etc., etc. Donc après, il n'y a aucun souci. Cool. Il faut juste être intéressé, avoir envie de bosser en préparation mentale et vouloir justement développer ses habiletés mentales pour de la performance ou du bien-être. Et après, dans ce cas-là, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux, prendre contact avec moi, me contacter. Et voilà, tout simplement. Et ben voilà les amis, n'hésitez pas à prendre contact avec Léopold et à le suivre sur les réseaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Léopold, merci encore. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc sur la Non, fin? merci à toi, franchement, merci à toi. Très content d'avoir pu faire l'épisode. C'était l'objectif aussi, très très content. Moment très enrichissant, beaucoup de questions très très pertinentes et c'est avec plaisir, tu vois, que j'y ai répondu. Et du coup, pareil, je te souhaite aussi le meilleur pour la suite. Bonne continuation et voilà, continue à faire ça, c'est vraiment top. Cool, merci Léopold, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!